Olivier Nkokenou, bonjour. Bonjour, monsieur le Un journaliste. jeune acteur politique, membre de la majorité présidentielle. Vous êtes là pour qu'on parle la pertinence de certaines idées du candidat Romuald Wada, notamment pour ce qui est du secteur agricole. Romuald Wada, il pense qu'il est possible de tripler, par exemple, la production agricole. Pas de délai, juste des semences à revoir, les techniques à améliorer pour accompagner le financement à mettre en place. Vous y croyez? Je crois, et j'ai de bonnes raisons d'y croire. Quelles sont ces Parce raisons? que j'ai eu la chance de côtoyer ce secteur-là, et surtout parce que depuis 2 ans, nous, on est très en train de plaider à travers, je suis venu présenter l'initiative ici, Agri-Solidarité, où nous avons dit que nos agriculteurs ont besoin de plus de semences, de plus de soutien pour pouvoir produire davantage. Et en le disant en son temps, on avait affirmé que le fait que les gens soient interdits d'exporter librement leurs produits agricoles parce qu'on en a besoin pour notre industrie locale, c'est une opportunité. C'est une opportunité et nous avons des terres arables, nous avons encore cet atout-là où nous pouvons faire plus. Et donc, on a besoin d'avoir une politique qui donne plus de moyens à nos agriculteurs à travers des intrants et aussi des ressources humaines, parce que l'un des grands soucis de ce secteur, c'est la main-d'œuvre. C'est justement ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, dans le domaine agricole, non seulement les jeunes ne s'intéressent pas à beaucoup, mais les techniciens qui connaissent la chose, c'est rare. Et il y a des magiciens et des charlatans qui ont sauté sur l'opportunité et qui ont créé beaucoup de comptes sur les médias sociaux pour montrer qu'ils sont des techniciens de la chose. C'est un gros bazar là-bas. Il faut commencer déjà à faire l'autre avant de penser à mettre sur pied tout ce plan-là. Alors oui, c'est vrai, bon, on dit qu'il n'y a pas assez de techniciens. Il y en a, mais seulement qui ne sont pas encouragés à s'engager davantage dans le secteur. Comment on devrait les engager quand ils sont techniciens? Oui, parce que ça, c'est encore difficile de nos jours, sous nos cieux, d'être dans le secteur agricole avec les risques que cela contient, mais aussi du travail qui est encore vraiment difficile. Nous devons travailler à mécaniser. La mécanisation du secteur agricole est un grand défi qu'il faut faire pour que on encourage, on motive davantage les jeunes, les techniciens qui sont formés à s'engager, à ne pas abandonner la terre et à chercher à rester dans les bureaux. Donc, c'est le défi à relever et il faut y travailler ensemble avec les acteurs. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de la main-d'œuvre agricole, c'est aussi rendre le secteur plus attractif, le salaire qui est dedans. Ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'ils gagnent? Vous voyez des jeunes dans le nord qui préfèrent laisser les terres, laisser les fermes pour aller au Nigeria, pour aller travailler là-bas. Qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas qui est intéressant, plus intéressant lorsqu'ils prennent la route pour aller de l'autre côté? Donc ce sont ces analyses qu'il faut faire pour voir comment il faut rendre le secteur plus attractif pour la main-d'œuvre agricole et pour ce qui concerne ceux qui sont dans le secteur et qui sont des agriculteurs, chercher à moderniser davantage nos pratiques pour que cela soit plus facile, aisé pour eux. Quand vous parlez de salaire, comment est-ce qu'on devrait rémunérer un paysan? Et c'est un secteur libéral, vous gagnez ce que vous avez investi. Alors, le paysan gagne. Je parlais de ceux qui vont travailler pour le paysan. Ok. Voilà, donc c'est ceux-là, parce que vous savez, la main-d'œuvre. Vous savez, les paysans, les agriculteurs cherchent de la main-d'œuvre, ils n'en trouvent pas. Des gens qui donnent des espaces, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et surtout, nous sommes dans un cadre où la mécanisation n'est pas encore au niveau qu'il faut. Il faut plus de la main-d'œuvre. Et ils en recherchent, ils n'en trouvent pas. Et donc, dans le même temps, nous avons, comme je l'ai dit, des jeunes qui voyagent et qui vont au Nigeria pour aller travailler pendant la période et revenir. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est intéressant là-bas. Et c'est ça qu'il faut analyser pour voir comment il faut... Qu'est-ce qui est intéressant là-bas selon vous? C'est le salaire? C'est le traitement, parce que c'est le traitement. On voit des jeunes qui vont juste parce qu'ils veulent avoir une moto pour revenir et l'utiliser après. Et il faut faire une analyse de fond et faire des enquêtes et pouvoir apprécier qu'est-ce que il faut ajouter à la chose pour que ça soit plus attractif. Et je crois que quand on prend les mesures du candidat Wadaï,
et qui promet de soutenir davantage les agriculteurs en matière d'appui aux intrants, de facilitation du cadre de travail et aussi d'opportunités pour la retraite, vous voyez que ça offre de voie aux jeunes de s'intéresser davantage pour se dire je peux m'engager dans ce secteur-là. L'une des propositions que on avait fait il y a 2 ans, et je pense que le candidat pense à ça vraiment, c'est par exemple d'imaginer des zones à l'image de GDZ, où nous parlons de GDZ agricole. Est-ce que vous voyez des espaces qui sont dédiés où il y a le service agricole qui est disponible, de grands espaces où les jeunes peuvent prendre leurs espaces loués, mais sur place, ils ont les machines qu'il faut, il y a la main-d'œuvre qu'il faut. Le candidat a beaucoup parlé de promouvoir des programmes de volontariat, et ça, c'est un secteur pour lequel il faut beaucoup y penser, pour pouvoir engager davantage les jeunes, pour qu'ils aillent découvrir le bonheur qu'on peut trouver dans ce secteur-là et pouvoir devenir de grands agriculteurs demain pour notre pays. Vous parlez de vaste étendue. Est-ce qu'on en a encore au Bénin? Nous en avons, bien sûr. Oui, nous avons plein de terres. Nous avons des terres arables qui existent et l'État peut prendre des dispositions pour réserver des sites. Des terres qui ne sont pas déjà vendues, qui ne sont pas déjà bradées à des Chinois ou des Indiens ou je sais trop quoi qui nous envahissent. Avec de la volonté, c'est possible, puisque nous parlons du pouvoir public. Et si c'est bradé, si c'est dans des conditions qui ne sont pas légales, l'État trouvera les voies et moyens pour pouvoir dérouler son programme. Donc, je n'ai pas peur à ce niveau-là. Nous avons vu comment le gouvernement a travaillé sur des chantiers et depuis 10 ans, surtout lorsqu'il s'agit de l'intérêt public, comment on peut rapidement mobiliser les acteurs pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, je n'ai pas peur pour ça. Oui, parce que les échos qui nous parviennent des communes comme Djidja, comme Tchaourou, comme Zouboudoumen, en tout cas, ces communes qui ont de vastes étendues ont été quand même envahies par des gens qui achètent les terres chez les populations, les laissent en friche alors que les populations en ont besoin pour les mettre en valeur. Ben, on a l'impression, en vous écoutant, que l'agriculture du Bénin souffre seulement, mettons, du manque de mécanisation et de semences. Pourtant, elle est encore, mettons, à l'étape archaïque, avec notamment, je dois dire, cet espoir accroché aux aléas climatiques où quand il ne pleut pas, on ne peut pas labourer. Dans ces conditions, vous mobilisez les jeunes, comment est-ce que vous voulez qu'ils transforment la terre qui est sèche? Mais justement, c'est en parlant d'appui aux intrants, c'est justement des intrants adaptés, hein. C'est des intrants qui sont adaptés au changement climatique, qui sont respectueux du climat et qui permettent d'être résilients. Parce que le changement climatique, vous savez, l'homme a sa part, mais pour résoudre, il y a des aspects qui échappent aux conditions humaines. Et là, la seule solution pour nous, c'est de s'adapter, c'est de trouver des intrants, des semences, des pratiques qui sont plus adaptés au changement climatique. Et je pense que le candidat Wadayi est en train d'aller dans ce sens-là lorsqu'il dit il faut qu'on appuie nos agriculteurs, il faut qu'on les aide à avoir des semences, des intrants adaptés et à leurs conditions climatiques. Donc voilà, c'est la solution. La question de l'irrigation, c'est une grosse équation. Tout à fait. À laquelle parfois, ma foi, les promoteurs sont confrontés et qui les obligent parfois à abandonner. Oui, justement. Et lorsqu'on parle des investissements, promouvoir des investissements dans le secteur agricole, on fait référence à ces aspects-là, l'irrigation, mécanisation, et tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pour ça que quand vous entendez parler nous devons promouvoir des investissements, lorsque le candidat insiste sur ça dans le secteur agricole, c'est vraiment pour créer les conditions qu'il faut pour les agriculteurs. Ce n'est pas seulement les intrants, mais c'est aussi les conditions dans lesquelles ils doivent travailler pour rendre, pour la production, le secteur soit plus productif. Et nous en avons besoin parce que si vous voyez qu'on est obligé de dire aux gens ne faites pas sortir vos produits, ça veut dire qu'on a un besoin énorme
énorme au point où nous rêvons d'arriver à un contexte où nous allons produire suffisamment, où nous allons Oui, dire mais allez-y, allez quand on a dit exporter on en a besoin Oui. de façon, enfin, en grande quantité. Oui. Est-ce qu'on a vraiment eu le sentiment à la fin qu'on a utilisé tout ce dont les populations, enfin tout ce que la population voulait vendre dans le temps? Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont sous les bras des sacs de maïs, des sacs de manioc, qui sont restés là parce qu'on leur a interdit de vendre. Or, dans la transformation, justement, les usines n'ont pas pu consommer. Est-ce qu'ils sont dans le dispositif officiel qui est mis en place pour le commandement des produits? Parce que si vous avez vos produits et que vous les cachez, vous les mettez dans, Ça dépend du prix dans vos magasins. Ça dépend du prix qu'on me propose. Vous les mettez dans vos magasins. Vous ne rentrez pas dans le dispositif parce que aucun État, aucun gouvernement responsable ne mettra en place un dispositif qui amènerait les agriculteurs à vendre à perte. Donc, il y a une analyse qui est faite. C'est parce que, bon, j'ai un marché qui me permet de vendre plus. Ça, c'est autre chose. C'est une opportunité. Mais ce n'est pas pour ça que je dirais que le prix qui est proposé officiellement, c'est un prix qui m'amène à vendre à perte. Pas du tout. Donc, il y a ce patriotisme-là qu'il faut qu'on essaie de cultiver. Oui, non, pas à vendre à perte. J'ai déjà dit que le prix-là n'amène pas à vendre à perte. J'ai l'habitude de dire aux gens, les pays qui se développent aujourd'hui, pour assurer la souveraineté alimentaire, assurer la souveraineté économique, il faut contrôler ce qui se passe dans le pays. Sinon, les gens vont tout brader, les gens vont tout faire partie, et nous serons affamés dans le pays alors que nous avons de production. Alors en ce moment, on n'est pas en train de protéger la population. Et je l'ai dit dans un studio de radio sur la place pour dire, c'est vrai, l'État ne nous a pas peut-être donné quelque chose pour aller au champ, pour aller cultiver et tout ça. Donc, mais ça ne peut pas me demander à combien je dois vendre mon produit. Ben, en ce moment, vous savez que l'État était en train de payer les policiers, les forces de défense, la sécurité et tout ça, pour que vous ayez dans vos champs, comment on appelle, en toute tranquillité. S'il n'y avait pas la paix, s'il n'y avait pas la sécurité, vous n'irez pas dans vos champs. Donc c'est ça la contribution des Béninois dans votre production. Encore, quand vous payez les intrants, c'est subventionné aussi. Les gens ne savent pas ça. Donc c'est subventionné. Les gens n'achètent pas au prix réel. Donc quand on prend tous ces aspects, vous comprenez que nous avons besoin de contrôler ce qui se passe. Sinon, nous n'allons pas industrialiser notre économie alors que nous devons passer par là. C'est très important. Quand vous voyez que dans des pays, quand vous prenez Ukraine ou Russie, vous entendez parler qu'on n'exporte pas comme on veut. Parce que si vous ne contrôlez pas ça, les ennemis vont vous affamer alors que vous avez de la production, mais on va vous affamer parce que vous ne contrôlez pas ce que vous produisez et vous ne mettez pas en valeur, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que vous produisez et vous serez toujours dans des conditions de pauvreté alors que vous êtes en train de travailler tous les jours. Vous êtes dans le champ tous les jours, mais parce que on n'est pas bien organisé, on n'a pas bien structuré notre économie, nous serons toujours en difficulté. La question de la transformation locale, c'est vrai que le candidat Ouadan l'a beaucoup évoqué pendant son périple national, mais j'ai l'impression que les politiques qui existaient ne l'intéressent pas trop. Et on a eu une sorte de maillage national en termes donc de transformation agricole, l'usine de tomates, de transformation de tomates de Pomassé par exemple, de Manga Djougou, etc., qui ont été des politiques complètement abandonnées. Apparemment, ça n'intéresse pas votre candidat. Mais il n'a jamais dit ça. Puisqu'il n'en parle pas. Non, puisqu'il parle il aborde la question de l'industrialisation. Oui. Et donc ça veut dire que s'il y a parce que il y a eu des investissements qui ont été effectués dans le passé, mais sans une analyse approfondie. Comment et donc ça? On s'est jeté là-dessus et après, c'est pas exploitable. Il ne s'est pas réveillé un matin pour dire malheureusement, on a cette de tomates à impression. Pomassé. On sait que Pomassé, c'est quand même un carrefour des régions ou des localités où ça produit beaucoup de tomates. Mais allez vous poser la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Il y a un souci. Et surtout avec un gouvernement, le gouvernement de Patrice Talon, qui mise beaucoup sur l'industrialisation, ne verra pas une usine qui a un potentiel et abandonnée. Ça veut dire qu'il y a un souci, il y a un problème.
qui est là. Donc, c'est pour dire que avant d'aller vers les investissements, avant d'aller vers des réalisations, il faut une analyse approfondie. Il ne suffit pas de dire telle zone, ça a cette potentialité, il faut se jeter là pour faire plaisir à la population. Je veux vous amener une usine là, comme ça les gens vont m'applaudir. Non, il faut arrêter de fonctionner comme ça. Et je suis sûr que le candidat, si le potentiel est là, avec ces usines-là dont vous parlez, vont être réhabilités. Mais si ce n'est pas possible, il faut penser autrement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le candidat mise sur l'industrialisation. Et donc, le reste, ça va être amélioré, ça va être fait. Voilà. Et sur quoi s'est-il basé pour penser à la régionalisation du développement? Alors, ça, c'est... En fait... Vous avez vu, hein, et quand on parle du développement économique, il faut aussi promouvoir l'économie locale et permettre aux acteurs de maîtriser leur économie. On a pensé que les communes pouvaient régler cette histoire. Oui, mais bon, à l'échelle communale, ça c'est au niveau local, mais il faut aussi coordonner les communes parce que quand on prend les communes, il y a des communes qui ont des potentialités sous forme régionale et qui ont des intérêts où il faut collaborer davantage. On a l'intercommunalité qui bouge beaucoup aussi. Oui, mais ce n'est pas, ça c'est à l'initiative des communes et ce n'est pas toutes les intercommunautés qui fonctionnent comme cela se doit. Et ce n'est pas un appui direct de l'État. Et ceci, ça c'est une initiative du gouvernement, donc ça veut dire qu'un appui renforcé de l'État qui va plus soutenir la coordination du développement économique. Donc vous voyez plus de moyens déployés parce qu'il y a une structuration bien précise qui garantit la bonne gouvernance des ressources et avec une vision claire. Et donc c'est ça qu'il faut saluer et c'est un grand espoir pour le développement de l'économie locale et un développement vraiment structuré où les ressources sont mieux gouvernées, mieux utilisées avec une vision claire. Une dernière question, l'histoire de l'idée de la retraite des producteurs, comment ça va se passer? Alors, en fait, quand vous me posez la question, comment ça va se passer? Oui. En fait, nous ne sommes pas encore à la mise en œuvre. Oui, mais l'intention elle est annoncée. Oui. Et le candidat a donné une petite explication en disant que on mettra tous les moyens à la disposition des agriculteurs et au moment de la vente, vous savez, pour l'assurance, il faut payer les primes. Avant d'avoir, si vous en avez besoin, vous allez en profiter. Donc, quand on parle de la retraite aussi, il faut cotiser. Et donc, on va appuyer les agriculteurs pour avoir les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir produire davantage, avoir une forte rentabilité. Et un mécanisme, un dispositif sera mis en place aussi pour l'écoulement des produits. Donc, il y aura le marché. Et donc, au moment de la vente, c'est-à-dire qu'on va leur prélever une partie de leur production, sans que l'agriculteur n'ait besoin de faire sortir de l'argent de sa poche. Donc, on va prendre une partie qui va servir à cotiser pour l'agriculteur. Voilà. Donc, c'est un dispositif de cotisation comme tout le monde le fait. Nous qui travaillons, nous cotisons à la CNSS pour pouvoir avoir la retraite. Donc, c'est un dispositif de cotisation seulement que pour les agriculteurs, on ne va pas leur prendre de l'argent directement, mais c'est à partir de leur production qu'on va prélever et qui va servir, qui va leur permettre de cotiser pour la retraite. Voilà. Olivier Nokokelo, merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Merci pour l'invitation. Très bonne journée. À vous aussi, merci.